Bonjour, bienvenue au tout dernier épisode de la saison 1 du Inspira Podcast, un podcast où est-ce qu'on a jasé de fond en comble. En fait, pas tout à fait de fond en comble parce qu'il va y avoir une saison 2 puis j'espère d'autres saisons, mais qu'on a jasé en grand détail de mouvement, maternité, montagne avec une multitude d'invités. Puis j'ai décidé de clore la saison 1 avec un questions et réponses que j'ai demandé sur ma page Instagram, le charlotte.inspira. Des questions anonymes, donc des questions que peut-être vous auriez jamais osé poser en sachant que c'est vous ou juste des questions que vous aimeriez que j'approfondisse. J'ai vraiment aimé les questions. Il va y avoir, je vais essayer d'en faire le maximum possible avec le temps que je me suis donné. Puis c'est ça, on va avoir du fun. J'espère répondre du mieux que je peux aux questions. Puis à la fin, là, je vais mettre un petit peu le ton, puis je vais vous donner des petits hints là, de qu'est-ce qui s'en vient pour la saison 2 qui devrait sortir fin janvier, là, pour pas me mettre trop de pression. Moi, j'accouche supposément le 18 février, fait que je veux programmer le plus d'épisodes possible. J'ai un très beau line-up pour vous là, pour la saison 2. Fait qu'on va commencer sans plus tarder avec la première question. Comment tu fais pour avoir autant d'énergie pour t'entraîner enceinte? Ça, je pense que c'est une question, oui, qui est venue de manière officielle avec la boîte de questions, mais je la reçois quand même souvent. Puis, je trouve que c'est pas facile à répondre parce que je veux pas que ça sonne culpabilisant, mais autant l'entraînement enceinte que l'entraînement pas enceinte, il faut pas attendre d'avoir l'énergie, il faut pas attendre d'avoir la motivation, puis il faut pas non plus se fier que c'est juste les gens disciplinés parce que la discipline, ça se crée pas en se levant un matin, tu sais, c'est des actions constantes. Puis j'ai pas une grossesse si différente que les autres. Là. Je dirais que j'ai une belle grossesse qui me permet quand même de faire plusieurs choses, que c'est pas trop restreignant, même le premier trimestre, à part la fatigue, mais l'entraînement, c'est l'entraînement qui me donne de l'énergie. J'ai pas déjà de l'énergie, c'est comme un engrenage, puis je trouve que m'entraîner, c'est le premier engrenage qui me permet, après ça, d'avoir plus d'énergie pour faire d'autres choses, plus de vitalité, puis tu sais, je vais transposer ça un petit peu sur mon métier. Les gens avec la meilleure condition physique étaient souvent ceux sur nos cours militaires, les cours difficiles, qui performaient le mieux parce que ça les fatiguait le moins possible, tu sais, en étant déjà en forme, en ayant, une capacité cardiovasculaire qui est, je veux dire, un peu au-dessus de la moyenne, une force musculaire, bien, toutes les tâches physiques des cours militaires, où là, si je transpose ça, les tâches physiques de notre quotidien, c'est pas aussi drainant que quelqu'un qui est sédentaire, par exemple. Fait que j'attends pas d'avoir de l'énergie. Je sais le bienfait que ça me procure de m'entraîner. Diminution des maux de grossesse, les impacts, oui, sur moi, sur ma réhabilitation, sur le développement de mon enfant, sur ma santé mentale. Il y a des études qui mentionnent que les femmes actives durant leur grossesse, je pense que c'est 30 %, je ne vais pas m'avancer trop sur le chiffre exact, là, mais 30 % de chance de diminution de dépression postpartum. C'est pas garant de ne pas faire de dépression, c'est pas garant d'avoir un meilleur accouchement, garant d'avoir une meilleure réhabilitation, mais même si ça me donnait 1 % de chance de ces affaires-là, bien, je prendrais quand même le risque, entre guillemets, puis je mettrais toutes les chances de mon côté pour avoir un meilleur accouchement, avoir une meilleure réhabilitation, puis avoir le moins possible d'impact, je veux dire, santé mentale dans mon postnatal. Fait que toutes ces raisons-là me motivent, puis de la motivation est née la discipline. Tu sais, ça fait aussi bientôt 15 ans que je m'entraîne. Fait que c'est sûr que ça fait partie de qui je suis. Tu sais, je me verrais pas m'entraîner. Puis c'est plus qu'un hobby, l'entraînement. Ça, je pense que c'est quand même important. Il y a des grandes conséquences à la sédentarité. Puis en ayant une société très sédentaire, je pense que c'est encore plus important de mettre de l'avant, de juste bouger. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Puis ça me tente vraiment pas tous les jours, là, ça c'est certain. Puis mes entraînements en ce moment sont loin de comme c'était avant. Je trouve qu'avant de tomber enceinte de ma deuxième, j'étais vraiment dans une place avec ma forme physique que j'aimais. Je courais beaucoup, je me sentais comme confiante dans mon corps. Je pense que ça vient un petit peu avec le chapeau de maman. Là, on a une espèce de confiance de comme, moi, je suis une maman. Genre, je suis une maman, je fais de la rando, je cours. Je me sentais vraiment bien. Puis là, je tombais enceinte, puis j'avais peur de perdre un peu ça. L'entraînement m'aide
à me sentir encore capable, tu sais, encore un peu moi. Fait que toutes ces raisons-là font que je vais juste continuer de m'entraîner parce que je me pose même plus la question, tu sais, c'est même plus... c'est juste une seconde nature, puis c'est ce que je vous souhaite aussi, peu importe si ça dépend où est-ce que vous en êtes, là, je veux pas que vous regardez mes médias sociaux, puis si vous êtes enceinte, puis vous bougez moins, ou si vous bougez 2 fois semaine, bien, c'est quand même ça aussi, votre activité, c'est la marche. La marche, c'est un très bon... une deuxième roue d'engrenage, là, si on y va avec l'image visuelle des engrenages, c'est excellent la marche. C'est sûr que, tu sais, on recommande 150 minutes d'activité à intensité modérée ou intense par semaine. La marche fait pas vraiment augmenter la fréquence cardiaque pour que ça soit considéré, bien, ça dépend quelle marche, là. C'est sûr, si vous marchez en incliné, si vous marchez rapide, si vous marchez en montagne, si vous marchez avec charge, puis peut-être qu'en troisième trimestre, ça va faire augmenter votre fréquence cardiaque assez élevée pour que ça soit à intensité modérée. Mais c'est ça, juste se mettre dans l'action, je pense que ça l'aide, puis j'ai pas autant d'énergie. J'ai pas de l'énergie avant de m'entraîner, c'est l'entraînement qui me donne de l'énergie. Donc, deuxième question. J'en ai de tous les specs, là. Je veux pas... je les ai pas catégorisés, je les ai pas pratiqués. J'y vais vraiment avec le flow. Pourquoi est-ce que tu caches le visage de ta fille sur les médias sociaux? Très bonne question que je me suis moi-même posée plusieurs fois. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça parce que beaucoup de gens font ça? Puis celle-là, j'ai dû y penser un petit peu parce que je voulais être sûre de sortir une réponse qui faisait vraiment du sens pour vous, puis pour moi aussi. Fait que je me suis questionnée. Je cache majoritairement pour 2 raisons, en fait. La première raison, c'est que ma page Instagram, c'est pas une page personnelle, même si je partage beaucoup de mon quotidien, beaucoup de... Ça peut paraître comme si c'est ma vie privée, mais c'est une infime partie de ma vie privée. Puis c'est ma business, en fait, ma page Facebook, ma page Instagram, mon YouTube, mon TikTok, c'est professionnel, puis ma business n'est pas ma fille. Oui, par défaut, ma fille fait partie de tout ce que je viens de mentionner, puis vu qu'il y a une grande partie maternité, puis une grande partie randonnée avec enfant, bien c'est sûr que ma fille, puis ma prochaine fille aussi, mes filles vont être impliquées, sauf que je trouve que c'est pas nécessaire, c'est pas pertinent au contenu, ça l'ajoute pas de valeur qu'on voit le visage de mon enfant. Puis là, ça m'amène avec la deuxième portion qui est avec toutes les histoires d'horreur, l'intelligence artificielle, la prise de données, le vol de données, la vente sur le marché noir, les gens louches du web. Je veux juste minimiser les chances que le visage de mon enfant se retrouve à quelque part que ça ne devrait pas être. Puis je juge vraiment pas les gens qui décident de mettre leur enfant. C'est un choix personnel que j'ai décidé de prendre. Moi, j'aime ça voir les enfants des autres, là, dit d'une bonne manière. Là, je trouve ça beau, je trouve ça cute. Ma fille, je la trouve archi cute. C'est ça, j'ai juste décidé de ne pas la mettre de l'avant parce que c'est une page professionnelle. Puis tu sais, la semaine passée, j'ai fait un tournage avec un média, Savoir Média, puis c'est la santé dans les familles, puis ma fille était avec moi. Puis au début, je me suis dit, est-ce que je leur demande de ne pas la filmer? Puis finalement, tu sais, ça fait partie du tournage, puis c'est correct, elle va être affichée, tu sais, je la cache pas quand que je sors à l'épicerie, là, pour pas que personne la voie, c'est pas ça, c'est que je minimise les chances, puis des fois, on la voit un peu de côté, des fois, on la voit un petit peu, tu sais, j'en fais pas une obsession, mais je trouve que c'est pas pertinent à mon contenu, puis c'est pour ces raisons-là, pertinence à mon contenu, pertinence à mon entreprise. Je veux pas que ça soit le visage de mon entreprise. Puis aussi parce que, l'autre raison, j'ai mentionné les détraqués du web. Fait que je pense que plus court comme réponse, mais ça fait quand même le tour. Comment vous faites pour voyager autant avec le coût de la vie? J'ai posé ma boîte de questions en revenant de notre voyage en Écosse en octobre. Fait que c'est quand même pertinent. Petite gorgée de café. Fait que comment on fait pour voyager autant? Je pense que le voyage, c'est une priorité dans nos vies à nous, puis on met les conditions en place. On a un style de vie qui fait que on économise au courant de l'année pour se payer un voyage par année, puis pouvoir se payer des petits luxes, des petites escapades à gauche à droite sans trop compter. Fait que mon chum puis moi, on a 2 comptes conjoints, le compte conjoint des enfants, puis le compte conjoint voyage, puis on met souvent notre argent d'extra dans le compte voyage, puis dans le compte de la petite, des enfants, là, bien entendu, on se fait des paiements mensuels, là, un prorata de nos salaires. Fait que c'est une priorité pour nous. On le traite comme un paiement, je veux dire, obligatoire. Puis tout l'argent d'extra, je parle l'argent de mon entreprise, parce que si vous êtes nouveau ici,
Je suis officier d'infanterie, donc j'ai mon salaire de militaire temps plein, mon conjoint aussi, puis mon entreprise, c'est pour moi, c'est de l'extra, c'est pour tout le luxe dans nos vies. Le luxe dans nos vies étant les voyages. Tu sais, on a aussi un style de vie très, je veux dire, low profile. On a une petite maison sous les 300 000. Tu sais, on a aussi travaillé. Tu sais, on a chacun. Moi, j'ai été 2 fois en mission. Puis quand on est en mission, tu sais, on a des primes. On est non imposé. C'est de l'argent qu'on peut mettre de côté. Tu sais, j'ai économisé depuis vraiment longtemps. Je voyage depuis que j'ai 16 ans. Puis même avec un salaire à l'université, moi, j'étais allée à des études subventionnées au collège militaire. Fait que j'étais logée, nourrie, études payées. Mais j'avais un petit salaire de 500 $ par mois, si je ne me trompe pas. Fait que, tu sais, 500 $ par mois à l'université, ça peut quand même aller assez vite avec une soirée de brosse, du gaz dans ton auto, un paiement de charge. J'avais pas d'auto, là, mais à ma dernière année, j'avais un auto. Fait que, mais je réussissais quand même, je mettais quand même de l'argent de côté dans mes CELI, dans mes REER, et un petit 25-50 $ par mois. Tu sais, l'effet cumulé a fait que ben, j'ai pu m'acheter une maison, mettre un gros cash down, puis en ce moment, avoir un style de vie que nos grosses dépenses, là, c'est l'épicerie, mettre du gaz, c'est comme nos dépenses obligatoires. Puis après ça, ben nos activités, c'est le plein air. Fait que c'est de l'équipement de plein air, mais une fois que tu as pas mal, en ce moment, on a pas mal tout notre équipement de plein air. Après ça, c'est des petits luxes, là, on va se le dire. J'aime quand même ça, m'acheter des petits luxes, des petites tasses, un nouveau petit manteau, un nouveau petit chandail, des choses comme ça, mais ça reste qu'on n'est pas très dépensier dans les vêtements, dans le gros luxe. À l'épicerie, c'est un autre des luxes qu'on a de pas vraiment regarder, mais j'achèterai pas les choses qui sont à des prix exorbitants, des choses comme ça. Puis, ben, ça nous permet d'aller en voyage une fois par année ou une fois aux 2 ans, puis de se gâter. Puis, notre règle d'or, c'est que quand on part en voyage, on a déjà l'argent, fait qu'on n'est pas du genre à dépenser pour des choses avec de l'argent qu'on n'a pas. Fait que ça, c'est un stress de moins, puis ça fait vraiment que c'est plus agréable. C'est ça, c'est des choix qu'on a faits. On n'a pas de bateau, on n'a pas de, on n'a pas de roulotte, on n'a pas, comme je disais, notre passe-temps, c'est le plein air. Puis une fois que tu es équipé, le plein air, c'est relativement gratuit ou accessible. Fait que c'est ça, on passe du temps en famille, puis c'est un choix qu'on a fait. Au détriment de d'autres choix que d'autres personnes font. Nos voitures sont en location. C'est ça, on a aussi des bons travails, là. Notre, nos salaires sont publics, là, fait que je ne les dirai pas ici, mais si vous voulez aller regarder, c'est à vous de voir. Mais c'est ça, on a aussi des bons salaires. Je vais jamais dire le contraire. L'argent ne tombe pas du ciel, là. On travaille pour notre salaire, puis avec mon entreprise, ben on a des petits luxes qui sont pour nous les voyages. Est-ce que tu considères que tu as du succès? Ça, c'est vraiment drôle parce que j'en ai parlé avec Naomi récemment. C'est quoi le succès? T'sais? Est-ce que si mon entreprise est sur les médias sociaux, est-ce que mon succès, c'est mon nombre d'abonnés? Personnellement, je trouve pas que ça définit pas mon succès comme entreprise, mon succès comme personne, définitivement pas. Mais si je pense au volet entreprise, c'est difficile parce que plus tu as d'abonnés, ça veut dire que plus tu as une grosse communauté, ça veut dire que tu peux vendre tes services et tes produits à plus de gens possible. Donc, techniquement, tu as plus de succès en termes lucrativité, je sais même pas si c'est un mot, en termes monétaires, là. Fait que, oui, techniquement, le nombre d'abonnés, c'est un type de succès pour les entreprises en ligne, pour les entrepreneurs web. Mais moi, je considère que j'ai du succès au-delà de tout ça. Là, dans ma vie, mon succès, c'est ma carrière militaire. Là, j'ai réussi à braver les échelons, à faire un travail qui est très difficile, avec moins de 1% de femmes. Je réussis très bien. J'aime qu'est-ce que je fais. Je pense que je suis appréciée dans le style de personne que je suis. Après ça, succès, tu sais, j'ai un toit sur la tête, je suis capable de nourrir ma famille, j'ai une petite fille incroyable, j'ai un conjoint, j'ai une famille, des amis, tu sais, tout ça fait partie pour moi plus, ça définit vraiment mon succès. Fait que souvent, je me demande, est-ce que j'ai du succès? Est-ce que quand que je vais être sur mon lit de mort, qu'est-ce qui va me rester? Tu sais, c'est ces gens-là, c'est cette richesse-là. Puis la majorité du temps, le succès, personnellement, je trouve qu'on l'attribue beaucoup aux chiffres, aux statistiques, à nos carrières, au nombre d'abonnés, mais je pense que le succès, c'est de la richesse sociale. Je vais dire ça comme ça. C'est les gens qui restent, c'est les moments que tu crées. Fait que oui, je considère que j'ai du succès, puis j'ai pas peur de le dire.
j'ai du succès. C'est pas à cause que j'ai pas 50 000 abonnés, mais ça va venir. T'sais, c'est sûr que des fois, j'aimerais ça me réveiller puis avoir soudainement eu un boost d'abonnés parce que ça ferait que mon entreprise aurait plus de succès parce que, comme j'ai dit au début de la question, les entreprises, ils vont aussi chercher des influenceurs, d'autres partenaires avec une plus grande communauté. Mais je suis nichée avec ma communauté sur ma page Instagram, puis je bâtis des liens, puis ça aussi, comme je disais, la richesse sociale, pour moi, ça l'équivaut à du succès dans la vie. Il y avait deux questions qui se ressemblaient. Là. Question organisation, comment tu fais? Ta journée ressemble à quoi à travers projet, études, ta fille, ton travail? Puis l'autre, c'était comment fais-tu pour gérer si bien, j'ai envie de dire, merci. Conciliation travail-famille, tu travailles combien d'heures par semaine pour avoir du temps pour t'entraîner, être solo mom, développer une business personnelle, etc. Merci, je gère bien, je gère du mieux que je peux, je dirais. Je pense que puis il y avait une autre question qui avait le terme supermom. Je pense qu'on trouve les autres personnes supermom quand ils ont une routine ou que les gens font plus de choses que nous. Mais je pense pas qu'il faut se mettre la pression de dire si quelqu'un fait plus de choses que nous, c'est une supermom. On est tous des supermoms en fait. C'est ça mon message. Mais mon horaire. OK, bon, mon horaire. Ma fille se lève très tôt, hein. Fait que si tu me suis sur les médias sociaux, tu sais que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu 5 heures là, sur ma montre quand que je me lève le matin. Tous les soirs, je mets mon alarme à 5h15, mais je me rends jamais. Fait qu'elle se lève entre 3h30 et 5h. OK, on va dire ça comme ça. J'ai pas trouvé qu'est-ce qui faisait qu'elle se levait plus à 5h qu'à 3h30, mais bon, c'est la vie. Fait que le matin, je pars pour le travail au plus tard 7h. Fait que ça me laisse quand même beaucoup de temps là, le matin. T'sais, des fois, j'ai le temps de faire mon lavage, vider le lave-vaisselle, sortir le repas pour le soir. Je lis aussi le matin quand que, là, elle commence à jouer un petit peu plus toute seule. Fait que le matin, je suis capable de quand même faire beaucoup de choses que quand je reviens le soir, j'ai pas toutes ces petites tâches-là à faire. Fait qu'on part pour le travail garderie là, entre 6h30 et 7h. J'habite à 35 minutes de la garderie et de mon travail. Là, c'est vraiment à côté. Fait que je commence à travailler habituellement entre 7h30 et 8h. 8h étant l'heure officielle qu'on commence à travailler. Sauf que un des avantages en tant que militaire, c'est que notre temps d'entraînement est inclus dans notre journée de travail parce que c'est un prérequis d'être en forme. Être en forme sauve des vies là, dans mon travail. C'est pas tous les militaires qui sont en forme, je vais mettre cette parenthèse-là, mais moi, j'en fais une priorité. J'ai le temps dans ma journée pour le faire. C'est sûr, des fois, si on a des meetings, un entraînement, un exercice ou quelque chose de plus militaire, bien, souvent, ce temps d'entraînement-là va être tassé, puis notre vraie journée de travail commence à 8h, mais sinon, entre 8 et 9h30, c'est notre temps d'entraînement douche. Fait que, je commence à travailler à mon bureau. Moi, j'ai un travail de bureau quand même, surtout enceinte en ce moment, vers 9h30. Puis les heures officielles de travail, là, c'est jusqu'à 3h30. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins, tout dépendamment. Quand on part en mission, des fois, c'est du 6 jours semaine, 60 heures semaine. Fait que je sais pas combien d'heures, là, j'ai pas calculé combien que ça fait, mais du lundi au vendredi, de 8 à 3h30. Puis souvent, moi, sur l'heure du dîner, je vais dîner à mon bureau. Je vais prendre peut-être plus 30 minutes au lieu d'1 heure comme la majorité des gens. C'est pas réglementé. Il n'y a pas quelqu'un qui attend qu'à 13h, tu sois retourné chez toi. Les gens sont quand même autodisciplinés puis sont éthiques, intègres. Fait que moi, je prends souvent moins de temps. Je vais manger à mon bureau, je vais lire un peu en dînant, puis après ça, je vais recommencer à travailler pour finir plus tôt. Je vais chercher ma fille, max 3h30, 3h45, puis je refais la route. On arrive ici, à la maison, routine du soir. Puis ce qui m'aide beaucoup dans mon organisation du quotidien, même quand mon conjoint est là, c'est que je prépare pas les repas à chaque jour. Moi, je prépare 1 à 2 repas par semaine en très grande quantité, genre 10 portions. Là. Puis on a un congélateur en bas, fait qu'à chaque semaine, je peux faire une lasagne, un chili le dimanche. Je congèle ça. Puis là, la semaine d'après, ça va être, je sais pas, une casserole de poulet avec patates douces. Puis là, dans mon congélateur, je peux rotationner. Fait que on mange pas de la lasagne toute la semaine, mais je vais sortir 2-3 plats. Fait que j'ai tout le temps un roulement. Même chose pour les collations. Je commande aussi du WeCook. J'ai aussi un partenariat comme ambassadrice avec Bar à Délices, qui est une compagnie. En fait, c'est un restaurant, là, un petit comptoir lunch, mais aussi un service de préparation de repas. Fait que, je mets les conditions de
les conditions en place pour que je sois le plus efficace possible dans mon temps, puis que ça m'enlève des chapeaux de charge mentale. Tu sais, moi, penser à un repas au quotidien, le préparer, la vaisselle, le temps pour ça. Tu sais, si ma fille elle a faim à 4h45 puis j'ai rien à part des collations, ben, tu sais, là, j'ai pas ces problèmes-là. Fait que tout ça allège ma charge mentale puis augmente mon efficacité, je pense. Puis ma business, je la développe le soir. Le soir, puis souvent, ben, le matin aussi, comme je disais, ma fille se lève vraiment tôt, fait que des fois, je peux faire ça. Tu sais, souvent, le soir, ma fille se couche vers 7, 6h30, 7, puis je vais prendre du temps à mon ordinateur. Quand mon chum est là, ben, tu sais, c'est peut-être quand il couche ma fille que je prends ce temps-là, étant donné que nos repas sont faits. Sinon, le week-end, tu sais, quand on fait de la route aussi, je maximise le temps avec mon cellulaire. Puis je pense que autant à mon travail qu'à mon entreprise que dans ma vie, je suis quelqu'un de très efficace. Là. Je fais les choses très rapidement. J'accepte la solution 80% maintenant au lieu de la solution 100% trop tard ou qui me prennent trop de temps. Fait que je suis capable, je coupe pas les coins ronds. C'est juste que on peut toujours s'améliorer. Puis des fois, un produit fini, tu sais, si je transpose avec Instagram, tu sais, une publication, un reel, tu sais, est-tu parfait? Je peux-tu l'améliorer? Good enough, c'est ça qui se passe, c'est ça que je mets de l'avant. Mes recettes sont simples quand je cuisine. Tu sais, plein de petites affaires comme ça. Je ramasse au fur et à mesure. C'est con, là. On a une relativement petite maison, fait que c'est plus facile pour moi, mais je ramasse au fur et à mesure. Si je prends quelque chose pour le ranger, je le mets pas à un endroit. C'est la règle du one touch. Je le prends. Si c'est comme les bottes, ben je les mets pas un petit peu à côté de l'armoire. Je les mets dans l'armoire. Si je ramasse un verre, je le mets pas sur le comptoir, je le mets dans la vaisselle. Fait que ça fait que j'ai rien d'accumuler. Puis j'ai aussi une femme de ménage qui est un luxe, mais maintenant, tu sais, surtout les derniers mois que mon chum n'était pas là, c'était vraiment, pour moi, c'était une nécessité, là. Elle vient aux 2 semaines, fait que ça m'aidait beaucoup. Sinon, je ramassais au quotidien. Fait que c'est un peu ça, conciliation travail-famille. Puis c'est juste vraiment tough. Puis j'accepte aussi que je suis pas toujours la meilleure mère, toujours la meilleure athlète, toujours la meilleure au travail, toujours la meilleure à faire le ménage. C'est cyclique. Je peux pas tout faire en même temps. Puis je peux pas être à 100% partout. Fait que je compartimente, je lâche prise sur beaucoup de choses. Puis j'accepte que c'est pas parfait. T'sais, je lave pas mes fenêtres, je lave pas mes moulures. Ça, c'est la femme de ménage qui fait ça au printemps. Puis c'est la vie. Je garde ça simple. Pour avoir, c'est ça, une vie simple. Une vie simple là, fait que je pense que je peux avoir une meilleure conciliation travail-famille. Comment vois-tu le fait d'avoir 2 enfants en bas âge en étant militaire avec un chum qui part aussi souvent que toi? Puis il y avait une autre question qui c'était, est-ce que tu penses partir en déploiement malgré le fait que tu auras 2 enfants? Comment tu vois la situation avec le fait que ton conjoint part, que tu restes, que tu tombes avec toutes les responsabilités? Est-ce que les rôles pourraient être inversés dans le futur? Je vois ça... Je suis anxieuse quand j'y pense trop. Pour être honnête, pour l'avoir vécu à un enfant enceinte, des fois, je me dis, je pense pas que je sais que je serais capable, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie qu'on soit séparés encore comme famille. Puis c'est tellement beaucoup de gestion, là. Eux qui le font à 2, 3 enfants, ils le font arriver, mais comme moi, mon raisonnement, c'est à quel coût, à quel prix pour les enfants, à quel prix pour la famille, à quel prix pour le couple, à quel prix pour ta santé mentale. Fait que j'ai pas envie de me projeter trop dans le futur, mais avec la projection des prochaines missions, tu sais, ça se pourrait que mon conjoint ait à repartir ou moi. Je pense que c'est peut-être plus facile pour moi de changer de poste puis de dire non à un déploiement parce que, tu sais, on n'est pas obligé dans un certain sens. On a une obligation organisationnelle, je vais dire, mais ça reste que je pourrais dire non. À la mission cet été que mon conjoint est parti, c'était initialement moi qui étais censée partir, puis j'ai soulevé le point que je n'étais pas confortable, que je pense pas que j'allais être le meilleur de moi-même là-bas si je déployais avec un enfant aussi en bas âge. Puis on dirait que je sais pas si c'est le chapeau de mère, mais c'est beaucoup plus accepté de dire non ou de demander de ne pas déployer pour X, Y, Z raison. Je pense en étant mère, quand en fait les pères auraient aussi le droit. C'est juste que le tempo opérationnel dans les prochaines années va être très élevé. Ça va être très demandant en personnel. Fait que de dire non,
va devenir de plus en plus difficile. Puis j'accepte aussi le fait que si moi je dis non, c'est mon conjoint qui part. Fait que je vois ça d'une manière, va falloir faire des choix. Est-ce qu'on accepte de déménager? Parce que Québec est une base opérationnelle, donc une base déployable, mais il y a d'autres endroits au Canada, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, qu'on pourrait être toute la famille, on habiterait pendant plusieurs années, mais on ne serait pas déployé. Fait que là, on a des décisions à prendre, qu'on a déjà commencé à parler, mais tu sais, les gens pensent que l'armée, c'est plein de stabilité, là, c'est stabilité en termes de salaire, là, 2 fois par mois, mais c'est pas très stable. Puis c'est très difficile de faire des plans et des projections long terme parce qu'on n'est pas 100% maître de notre carrière, spécialement moi comme officier. Fait que c'est ça, ça va être à voir. Mais oui, ça pourrait être inversé. Je pourrais partir, tu sais, je suis partie à date, là, parce que je suis partie en étant maman, là, ben j'ai fait 2 missions auparavant, en Ukraine puis en Lettonie, 2 fois 6 mois avant d'avoir des enfants. Puis je suis partie sur un cours au Nouveau-Brunswick de 3 semaines quand Zoé avait 8 mois, puis je suis partie sur un déploiement en Jamaïque pendant un autre 3 semaines, pendant Zoé, elle avait 1 an et 3 mois. L'affaire avec partir, maintenant que je connais les 2 côtés de la médaille, c'est beaucoup plus facile de partir que de rester. Ça paraît bizarre à dire, là, mais c'est plus facile en termes que la personne qui part, elle s'habitue. Puis moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur de m'habituer d'être loin de mes enfants parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie, c'est pas quelque chose que je souhaite. Tu sais, 2, 3 semaines, je ferais peut-être des missions de 3 mois maximum. Tu sais, c'est quand même un petit break de la routine. Là. Là-bas, tu fais pas à manger, tu fais ton lavage, mais tu nettoies pas ta vaisselle, tu as juste toi à penser. C'est des grosses journées. Moi, je me rappelle, en revenant de la Lettonie, j'ai complètement crashé. Je travaillais tellement beaucoup là-bas. Mais le soir, tu as juste toi à t'occuper. T'sais. Fait que tu deviens comme confortable. Sans dire que c'est des vacances, parce qu'on travaille quand même beaucoup, c'est des vacances de ton quotidien. Fait que ça peut être alléchant, mais moi, j'ai pas envie de ça. J'aime mieux le difficile à la maison que le difficile différemment en mission. Fait qu'on voit ça comme, faut en parler, faut en discuter, faut que ça soit une décision de couple, de famille, mais on n'a aussi pas 100% notre mot à dire, encore moins mon chum que moi avec sa carrière. Fait que, à suivre pour le futur, où est-ce que ça nous amène. On aimerait ça aller travailler en Europe, mais ce serait plus 2028. Fait que, on verra. C'est vraiment ça que je peux dire. Autre question, quels sont tes objectifs long terme pour des courses de trail avec mes 2 enfants? Fait on s'est inscrit, mon chum et moi, à l'UTHC en septembre, le 28 km. Fait à Zoé, j'avais accouché fin décembre, j'étais inscrite au marathon en septembre. Là, deuxième enfant, à voir comment la course a été durant la grossesse, plancher pelvien. Là, ça va vraiment mieux. Là, j'ai fait plein de travail, mais je pense que je voulais pas me mettre cette pression-là de courir un 42 en montagne à 6 mois post-accouchement. Fait que j'ai décidé de faire le 28 avec mon chum, puis mes parents vont garder les filles. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça va nous permettre de aussi se faire des moments de couple, d'entraînement durant le congé parental. Puis sinon, long terme, ben j'ai ce gros projet, là, je le dis là, mais c'est pas ça ou rien, là, ça se peut que je change d'idée, mais j'aimerais vraiment ça. Mais je suis pas sûre que j'aimerais ça, mais j'aspire à courir un 100 miles avant mes 40 ans ou à mes 40 ans, pour mes 40 ans. Je sais pas, j'arrête pas de regarder en ce moment des vidéos de gens qui ont fait Leadville 100 ou d'autres 100 miles, c'est 160 km là, pour eux qui n'ont pas fait la conversion. Je sais pas, j'aimerais vraiment ça pousser mon corps pour des longues distances, mais d'ici là, fait que c'est dans 9 ans, ben il faudrait que je fasse beaucoup d'autres courses. Je ne veux pas me mettre trop de pression parce que c'est tellement de temps d'entraînement. Si tu ne peux pas skipper des courses, des entraînements quand tu as une course de 15 heures qui t'attend, 15 heures étant pas le 100 miles, là, mais 15 heures, je sais pas, si je m'inscris à un 80 km ou à un 125 km dans les prochaines années, ben il faut que je mette l'entraînement. Puis là, c'est sûr que les filles vont être plus vieilles au fur et à mesure que le temps va avancer, mais j'ai trouvé ça quand même difficile pour mon entraînement, pour mon marathon, de des fois sacrifier un
5 heures de temps avec ma famille pour aller courir en sentier, mettons. Même si j'aimais vraiment ça, ben des fois, il va falloir faire des choix. Fait que, tu sais, est-ce que ça serait un plan d'entraînement qui est plus réaliste avec un volume total par semaine au lieu de, tu sais, une longue course? Fait que ça va être des choses à discuter, mais définitivement, fait que UTHC 28 km en septembre, puis sinon, j'ai rien d'autre de prévu. Je veux juste recommencer à courir, à avoir du fun, puis, tu sais, peut-être avoir à bâtir de la vitesse un peu. Pour faire le 28 un peu plus rapide, que mon pace de mon marathon, par exemple. Fait que c'est ça, avoir du fun, puis c'est ça, que mes filles, ils voient la course comme quelque chose de plaisant, quelque chose de puissant et non quelque chose qui sert à la perte de poids, comme moi, j'ai longtemps attribué, puis j'ai longtemps comme voulu courir pour ça, quand en fait, la course, c'est juste tellement incroyable. C'est toi versus toi, c'est des défis, c'est être capable de bouger son corps dans l'espace-temps, être capable de se rendre à 15, 20, 25 km avec juste son corps et sa forme physique. Moi, je trouve ça vraiment puissant, la course. Jumelé avec l'entraînement musculaire, là, c'est vraiment mon nouveau style de vie. C'est ma personnalité. Fait que c'est un peu ça mes objectifs. La question, il reste 2 questions en fait. Comment vois-tu la vie solo mom avec 2? Fait que j'en ai un petit peu parlé quand je parlais des déploiements puis de nos carrières militaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon chum, quand il est là, c'est comme 50-50. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est 50-50, mais ça ne l'est pas, mais ça l'est vraiment. T'sais, des fois, on parle je niaise bien avec la charge mentale puis le parent par défaut parce que oui, un peu, on va se le dire. La mère, elle ne pourra jamais s'enlever ces titres-là. Sauf que, mon chum, il fait des choses que bien des hommes ne font pas, bien des papas ne font pas. Fait que je suis rarement solo avec les deux. Puis, fait que comment je vois ça? J'en ai parlé, je vois ça comme on verra tout dépendamment de la situation. Mais je pense que j'ai un style de vie qui fait que mes enfants s'intègrent vraiment bien. C'est pas un fardeau à ma routine ou à mes activités, je veux dire, tant que ça, avec des petits bémols, parce que c'est sûr que je vais pas courir en sentier avec mon chariot toulé, tu sais. Je peux faire autre chose. Tu sais, mon entraînement pour le marathon en montagne avec Zoé, bien souvent, j'acceptais qu'une course sur route était transposée avec une rando en montagne avec Zoé sur mon dos. Fait que, tu sais, c'est pas pareil, mais ça reste que j'accumulais du temps sur mes pieds en montagne, ce qui est quand même transposable avec la course en sentier. Donc, essayer de m'adapter, essayer de vraiment imbriquer mes enfants dans mon style de vie et non de les voir comme 2 formes qui sont pas capables de s'imbriquer ensemble. C'est un peu comme ça que je vois. Puis sinon, ben, comme je disais, je suis rarement solo avec mes 2 enfants. Puis mon chum qui revient dans quelques jours, là, c'est vraiment un père incroyable qui prend la charge mentale, qui allège tout mon quotidien. Des fois, je me demande qu'est-ce que je vais faire avec tout mon temps quand il va revenir parce que j'étais quand même rendue avec une bonne routine, là, mais elle était bien huilée, ma routine. Fait que, à suivre. Puis peut-être que je referai un épisode de podcast sur ma nouvelle réalité si mon chum il a à redéployer. Puis là, j'ai 2 enfants. Mais petite parenthèse, là, tu sais, des messages, ah, tu gères vraiment bien. Puis tout, c'est tough. C'est vraiment tough. Là. C'est la semaine passée, il y a 2 semaines, là, je me sentais. Je me sentais comme si j'étais dans un pompier dans une maison en feu. Puis j'ai mon soude puis tout, là, mais puis je suis fonctionnelle. J'ai mon soude, je suis fonctionnelle, mais c'est en feu autour de moi. Puis je savais pas pendant combien de temps mon soude de pompier allait pouvoir me tenir. C'est comme ça que je me sentais. C'était très lourd, puis j'arrivais pas à dire, ah, si je retire mon entraînement de ma routine, si ça va aller mieux. Tu sais, j'arrivais pas à trouver c'était quoi l'élément. C'était juste tout. C'était juste trop. Puis accepter que c'est ça. Des fois, c'est juste trop. C'est juste trop. Puis demander de l'aide quand on sait même pas demander de l'aide vers où, vers quoi, pourquoi, bien, c'est quand même difficile. Fait que j'ai demandé une semaine plus tranquille à ma boss, plus santé mentale, entre guillemets, juste comme être chez soi. Ça faisait 4 mois que j'avais pas tant été dans ma maison seule. Fait que j'allais porter Zoé à la garderie, je revenais à la maison, même si c'était quand même de la route, puis je travaillais de la maison. J'ai fait des siestes parce que c'était comme... Je manquais vraiment de sommeil, tu sais. Zoé qui se lève vraiment tôt, insomnie de grossesse. La coucher, c'était long. On revenait de voyage. J'avais juste comme vraiment un gros trop-plein. Fait que je veux pas que vous pensiez que ça va super bien, que je flotte sur l'eau, puis life is good, là. Je struggle, je trouve ça difficile, mais je réussis quand même à me ressourcer dans mon quotidien. Fait que c'est comme bizarre. Genre,
je voudrais du temps pour rien faire, mais en même temps, quand j'ai du temps pour rien faire, je veux tout faire. Fait que c'est comme ça que je suis. C'est dans ma personnalité, je pense, un peu de juste pas capable de relaxer dans le sens commun de c'est quoi relaxer. T'sais, pour moi, relaxer, c'est aller à la montagne. Là. Fait que j'ai du travail à faire. Je ne suis pas parfaite, puis j'aurais avantage à apprendre à chiller pour vrai. T'sais. Là, je lis maintenant, ça m'aide vraiment beaucoup. La lecture, mais tu sais, je trouve que je suis un peu quand même encore dans la performance. Là. J'ai lu 23 livres en 4 mois. Là. J'avais pas lu, je pense que j'ai pas lu 23 livres dans ma vie. Fait que faut que je trouve ce juste milieu-là dans ma vie, dans tous mes passe-temps. Puis quand j'aime de quoi, j'aime vraiment de quoi. Fait que c'est difficile. Bon, dernière question. Je sais pas si t'es game d'embarquer dans ce sujet, mais comment vois-tu l'idée du plein air, montagne, environnement, qui est très de gauche, ça c'est ce qui est écrit, versus mon travail au sein de l'armée, qui est plus de droite? C'est excellent comme question, parce que j'y ai souvent pensé que, moi je pense que mon cerveau, il est parfaitement égal, mon côté créatif et mon côté cartésien, parce que je suis capable de faire les deux. Mais je pourrais pas choisir un ou l'autre, je pense. Je pense que je suis une personne très rationnelle, évaluation du risque, planification, tout ce qui est très, très plus cartésien, mais en même temps, je suis quelqu'un de très très nomade, très bohème, très créative, très dans le lâcher-prise. C'est ça, ça disait plein air, montagne, rando. Puis après ça, tu sais, je clash quand même avec mes collègues de travail, là, on va dire ça comme ça. Fait que je pense que je suis une meilleure leader au sein des forces canadiennes à cause que j'ai autant de choses dans ma vie personnelle qui me ressourcent. Puis ça me permet d'avoir une flexibilité d'esprit, capacité d'adaptation que j'ai appris à la montagne. Puis à la montagne, mon côté plus cartésien, planification, gestion du risque, gestion des situations d'urgence, bien, ça se transpose vraiment bien à la montagne, tu sais. Fait que je me verrais pas, un ne va pas sans l'autre, puis c'est pas un désavantage dans aucune de mes sphères de ma vie. C'est sûr que des fois, à mon travail, ça clash. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'affinité avec grand monde, on va dire ça comme ça. Mais ça reste que, tu sais, j'ai des bonnes relations sociales quand même, puis si quelqu'un se met à parler de randonnée ou a des questions sur la randonnée, tu sais, avant, je faisais du kayak d'eau vive puis du rafting de compétition, tu sais, vélo de montagne. Mais en fait, il y a plus de gens qu'on pense qui ont tu sais, on n'est pas seulement militaire, là, on a des vies, puis je pense qu'avoir des vies fait qu'on est des meilleurs militaires. Les gens qui ne vivent que pour leur travail, peu importe leur sphère de travail, ça les nuit parce qu'ils ont juste ça. Puis ça paraît, les gens qui ont juste ça, tu sais, pas de famille, pas de passe-temps, qui ne vivent que pour l'armée ou qui ne vivent que pour leur travail, qui travaillent jusqu'à minuit le soir. Ben, tu sais, en bout de ligne, à quel but, tu sais? Ça reste un travail, c'est juste que l'armée, c'est très difficile parce que ça devient un peu notre identité, tu sais, on joint l'armée, moi j'ai joint l'armée à 17 ans, on est en expansion identitaire dans ces années-là, puis c'est l'armée qui vient comme combler plusieurs de nos besoins identitaires. Fait que si on n'a rien d'autre, moi je pense que c'est vraiment un couteau à double tranchant, puis je suis vraiment contente de comment mon identité s'est développée, puis comment tout ça s'est imbriqué, puis non, c'est ça, je suis game d'embarquer là-dedans, d'en parler, parce que c'est pas un tabou, tu sais, c'est pas un tabou à mon travail que j'ai une entreprise sur les médias sociaux, c'est pas secret que je fais tout ça. Puis en bout de ligne, je fais rien de mal, je fais rien de honteux pour les forces ou pour moi, puis je suis vraiment fière de ce que je fais dans mes deux sphères. Je parle pas beaucoup de mon travail de militaire sur mes médias sociaux parce que, comme j'ai dit, même chose pourquoi je cache ma fille, c'est parce que mon entreprise, c'est pas Major Raymond, tu sais, c'est Charlotte Raymond. Fait que j'essaie de dissocier un petit peu les deux, mais en bout de ligne, ça fait partie de qui je suis, tu sais. Je suis dans l'armée depuis bientôt 15 ans, donc quasiment la moitié de ma vie, tu sais. Fait que, voilà.
Ça fait le tour des questions. Je suis vraiment contente de la tournure des questions. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi, mais aussi sur vous, que ça vous a apporté des bonnes prises de conscience, des bonnes remises en question. Puis là, c'est rendu le moment que je parle un petit peu de la saison 2. Fait qu'à la saison 2, je vais toujours essayer de garder les saisons 10 épisodes. Pour moi, c'est réaliste. Je sors ça aux 2 semaines. C'est ce que j'ai fait dans la saison 1. Puis c'est vraiment réaliste pour moi en termes de la création des épisodes, la création du contenu pour mes médias sociaux, après ça, poster, puis tout, ces calendriers de contenu, là, ça revient quand même vite aux 2 semaines. Fait que c'est ce que vous pouvez vous attendre pour la saison 2. Et on va avoir quand même des gros noms, entre guillemets, tu sais, des voyages. Ça reste pas mal toujours des mamans. Ou le terme mes invités sont des parents, autant hommes que femmes. Il va y avoir des voyageuses, il va y avoir des gens qui ont fait le tour du monde avec leurs enfants, il va y avoir des athlètes, il va y avoir un épisode sur le deuil périnatal, puis comment l'entraînement a aidé cette femme-là à sortir puis plus forte. Puis là, je veux pas dire de non parce que, oui, les épisodes, j'ai contacté toutes ces personnes-là, mais ça reste que l'épisode n'est pas tourné, fait que ça se peut qu'il y ait un changement de plan. Il va y avoir aussi la maternité quand on est plus vieux puis on pensait qu'on voulait pas d'enfants. Qui d'autre que j'ai de prévu? Mais qui d'autre? Je vous le dirai pas. Qui d'autre, là? Saison 2. Je vais aller dans mon dossier saison 2. Oui, il va y avoir aussi mon récit d'accouchement, parce que dans les temps de la sortie de la saison 2, bien, je vais avoir accouché. Fait que je me suis dit que récit d'accouchement en version vidéo, ça va être quand même intéressant. J'ai approché une gynéco aussi pour venir nous parler. Fait qu'une gynéco qui est devenue maman, maternité vélo de montagne. Puis j'ai aussi peut-être une athlète de CrossFit qui est maintenant devenue encore athlète de CrossFit, mais grande coureuse. Fait que voir un petit peu la transition à travers les sports, les prises de conscience qu'on a avec la maturité. Puis, je trouve, avec la maternité, je trouve que la maternité nous ouvre des horizons, voyons, nous ouvre des horizons sur des choses puis des passe-temps qu'on pensait pas avoir. Puis c'est vraiment beau, puis c'est un peu ça que j'ai envie de mettre de l'avant. Fait que voilà, fin de la saison 1! Wouh! Je pensais jamais le faire. Pour vrai, j'ai un podcast, puis je suis vraiment fière des invités que j'ai eus, des interviews que j'ai faites, des conversations que j'ai eues avec vraiment des personnes merveilleuses. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous souhaiter un bon temps des fêtes, de prendre du temps en famille, de réécouter les épisodes. Si vous arrivez sur cet épisode 10-là, bien, sachez qu'il y en a 9 autres en avant. Puis je vais vous faire un petit cheers de café si vous l'écoutez sur YouTube. Puis on va se revoir en 2025. Salut!